Bonsoir à tous, jeudi 27 juin, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78, reflet de l'actualité locale et régionale. Voici les titres de cette édition. L'épisode caniculaire encore présent pour la fin de semaine. Les journées les plus chaudes sont attendues pour demain et samedi. En conséquence, 6 écoles ont été fermées dans les Yvelines et la circulation différenciée est reconduite demain. Le véhicule électrique qui n'est pas concerné bien sûr par les restrictions en Ile-de-France. La technologie continue même d'évoluer. Le technocentre Renault à Guyancourt a développé une station de recharge innovante. Reportage. Et puis c'est demain soir au Parc des Princes. La France affronte les États-Unis en quart de finale du mondial féminin de football. Pour préparer le match, les Américaines, triple championnes du monde, s'entraînent ce soir à Croissy-sur-Seine. Nous serons sur place. Et dans un instant, on parle du mouvement de grève qui se déroule actuellement chez les sapeurs-pompiers professionnels. Les Yvelines donc toujours sous le coup de la vigilance orange à la canicule. Il a encore fait très chaud aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images d'Océane Bazir et d'Audrey Chailloux. Les terrasses de café et les parcs fuient cet après-midi en raison des températures. Canicule et pic de pollution. La circulation différenciée sera d'ailleurs reconduite demain en Ile-de-France. Interdiction de rouler pour les véhicules avec une vignette 3, 4 et 5, vignette critère à l'intérieur du périmètre de l'A86. La chaleur qui devrait se faire encore plus pesante demain et samedi. Les prévisions météo à Saint-Quentin en Yvelines annoncent 19 degrés dès le matin. L'après-midi, le mercure devrait monter au moins à 33 degrés. C'est samedi que les thermomètres grimperont le plus haut, 36 degrés, avant de perdre une dizaine de degrés dimanche. Mais ce sera encore chaud, juste en dessous des 30 degrés. Pensez en cette période à bien vous hydrater, à vous alimenter convenablement et à vous mettre également dans des endroits frais. Et je vous en parlais hier brièvement, 3 communes des Yvelines ont pris des arrêtés municipaux afin de fermer leur école aujourd'hui et demain en raison de la chaleur. 6 établissements sont concernés en tout. À Gargenville, les élémentaires Jeanne Couvry et Molière restent porte close, au contraire de l'école Corneille, construite dans les années 30, mais dont les murs épais freinent la chaleur. Le Perret en Yvelines a pris des dispositions pour 3 de ces établissements scolaires. Enfin, un arrêté également à Saint-Martin-la-Garenne. D'autres communes comme Voisins, le Bretonneux, n'ont pas pris la décision de fermer leurs écoles, mais incite les parents à garder tout de même leurs enfants à la maison dans la mesure du possible. Enfin, sur cette canicule, des dispositions sont également prises au sein des prisons. Un plan national mis en place par l'administration pénitentiaire décliné notamment à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et ses 930 détenus. Distribution d'eau à volonté, accès quotidien aux douches. La direction facilite également l'achat de ventilateurs à prix réduit. Autre mesure, l'autorisation de porter un couvre-chef dans la cour de promenade, une pratique à l'accoutumée interdite. Et en cette période, les autorités, les services de secours sont forcément sur le qui-vive. Avec moi en plateau, l'adjudant-chef Pierre Ruiz-Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers des Yvelines, les pompiers professionnels qui ont entamé un mouvement de grève. C'était mercredi et ce mouvement de grève se déroule jusqu'au 31 août. On en parle dans un instant. Et en ce moment, on imagine les pompiers qui sont mobilisés sur cet épisode de canicule. Effectivement, Grégory, il y a un mouvement qui est préparé, puisqu'on a mis les choses en place. 2 actions. La première action par le ministère de la Santé, par les consignes que vous venez de donner, qui permettent aux gens de prendre soin d'eux. Et ensuite, nous, on a mis en place des protocoles d'intervention qui nous permettent de récupérer quelqu'un en hyperthermie et le refroidir au plus vite. Et du coup, davantage d'interventions ces derniers jours ? Pour l'instant, la prévention fonctionne, puisqu'on n'est pas surchargé par ces interventions. On peut cibler à 2-3 interventions par jour, mais à savoir si elles sont liées à la chaleur, c'est encore un peu trop tôt. Alors, à l'appel de 7 syndicats, dont le vôtre, les sapeurs-pompiers ont entamé un mouvement de grève qui est prévu jusqu'au 31 août. Manque de moyens, sollicitation également en augmentation pour des missions qui ne sont pas les vôtres à la base. C'est ça que vous dénoncez, notamment ? Il y a plusieurs motifs de contestation ? Absolument, Grégory. Il y a différents motifs. Important à savoir, c'est pour une fois, c'est particulier, c'est l'ensemble des organisations syndicales qui ont appelé à la grève. Et dans cet ensemble d'organisations syndicales, de toutes catégories confondues. D'accord, ça c'est une première. C'est une première. Et de plus, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a alerté par voie de presse hier en disant qu'il fallait faire attention au climat social des sapeurs-pompiers professionnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents facteurs. Le premier, c'est un déni de dialogue social. On peut prendre un exemple très simple. Notre président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, M. Richefou, nous dit que les particules de fumée ne sont pas dangereuses, alors que dans chaque département, des protocoles sont mis en place pour décontaminer les gars quand ils reviennent d'opération. Ensuite, il nous dit qu'on travaille trop, alors qu'un pompier professionnel travaille 2256 heures à l'année.
Donc sur le dialogue social, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème de fond. Je reviens rapidement sur ces chiffres. 1607 heures pour un fonctionnaire, 2256 heures pour nous. Et dans ces 2256 heures, il y a 650 heures. C'est un peu lourd à prendre ces chiffres, mais il y a 650 heures sur lesquelles on n'est pas rémunéré. C'est vraiment, il faut l'entendre. C'est un peu l'engagement du sapeur-pompier qui est là. Avec davantage d'interventions, je le disais tout à l'heure, qui sont réalisées pour du secours aux victimes et sans forcément de danger pour la santé, pour la vie, c'est ça? C'est davantage d'interventions Il y a des pics d'intervention, certainement dus à un problème d'éducation de la société qui aujourd'hui prend les pompiers pour une énorme caisse à outils. Donc ils nous appellent, nous intervenons, puisque nous intervenons, c'est le principe de notre métier, mais c'est vrai qu'il y a une vraie éducation. Quelques chiffres, sur 85% d'ambulances, il y en a une quarantaine qui ne sont pas des détresses vitales. Ces détresses vitales, ce sont nos missions. Si nous ne sommes pas dans ces détresses vitales-là, il va y avoir des morts. Un exemple tout simple, on peut prendre, on est un appel pour un robinet à fermer. Je vais fermer un robinet et à ce moment-là, votre enfant, le vôtre, celui de votre ami, se fait percuter par une voiture. Et là, il est possible que les sapeurs-pompiers mettent un peu plus de temps à venir, puisqu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ça peut poser problème sur des interventions qui sont, pour le coup, importantes, très importantes. Ça peut, pas obligatoirement des opérations importantes en volume, mais des détresses vitales. On fait de moins en moins de détresses vitales. Quelques chiffres, aujourd'hui aux urgences, sur 100 personnes, il y en a moins de 10%, à savoir 10 personnes qui sont en détresse vitale. Donc, par contre, il y a un vrai problème. On parlait tout à l'heure du déni de dialogue social. Le recrutement, on fait partie. Le recrutement, il faut vraiment qu'on récupère des sapeurs-pompiers. Il y a un vrai problème d'effectifs. Aujourd'hui, 40 000 environ sapeurs-pompiers professionnels en France. Absolument. 40 000 sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas suffisamment en nombre et mal répartis certainement. Également quelques combats de la liberté syndicale, puisqu'aujourd'hui nous avons un comité d'hygiène et sécurité et un comité technique. Le projet, c'est d'additionner les deux. Ça va nous manquer, on va avoir un problème de dialogue. Il y a également d'autres points, si vous permettez. Allez-y. Très bien, je vous remercie. Le retrait de ce nouveau projet au niveau de la fonction publique territoriale, la fonction publique tout simplement, qui va déséquilibrer notre fonctionnement, le fonctionnement de l'État. C'est quand même un peu dommage. Si on prend en exemple tout ce qui s'est passé en Europe, la Grèce par exemple, au moment où elle s'est effondrée, les seules choses qui peut permettre qu'elle tienne debout, c'est l'État. Donc aujourd'hui, on est en train de minimiser les actions. Concrètement aujourd'hui ? Concrètement, du dialogue social, le retrait de ce projet, de maintenir ces deux commissions, l'hygiène et la sécurité et le comité technique. On demande une revalorisation, revalorisation salariale. Excusez-moi, j'ai un peu chaud chez vous. Sur la prime de feu. C'est une prime qui est dédiée aux métiers dangereux, mais nous ne sommes pas un métier dangereux, puisqu'un métier dangereux a une prime de 28%. En 1990, nous avions obtenu 19%. Aujourd'hui, le pourcentage est à 29%. Nous n'y sommes pas. Pourquoi ? Parce que nos autorités de tutelle ont défini qu'on n'était pas un métier dangereux. Et oui, les sapeurs-pompiers ne sont pas un métier dangereux. Un dernier mot très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. C'est un mouvement de grève un peu spécial, parce que les pompiers restent mobilisés, vous assurez une mission de service public. Comment, du coup, ça va se voir, cette grève ? Comment vous allez la mener ? Effectivement, le fonctionnaire n'a pas de droit de grève. Et le sapeur-pompier est quelqu'un de discipliné et très investi dans ce qu'il fait, comme à peu près tous les fonctionnaires. Et ce qu'ils vont faire, on se déclare gréviste, on est réquisitionné, et donc on réalise la mission. Donc il n'y aura pas de difficulté à réaliser les missions de sapeur-pompier, il y aura des effectifs en place. Très bien, merci beaucoup Pierre Ruiz-Dupont, adjudant-chef Pierre Ruiz-Dupont. Je rappelle que ce mouvement de grève, il est jusqu'au 31 août. Je rappelle aussi que vous êtes le président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers des Yvelines. Je vous en remercie. Passez une excellente journée. Innovation, l'écosystème du véhicule électrique évolue avec des technologies développées notamment au site Renault de Guyancourt. C'est le cas d'une station pour recharger sa voiture installée sur le site de recherche et développement. Reportage de Nicolas Dandré et d'Audrey Chailloux. C'est un dispositif d'intelligence énergétique pour recharger un véhicule électrique, une station composée de 70 mètres carrés de panneaux solaires et de 2 batteries de voitures destinées au stockage, un système classique de rechargement alimenté par une production d'énergie innovante. Alors à l'intérieur de ce conteneur réalisé par Bouygues Énergie et Services, vous allez retrouver en fait 2 batteries de Kangoo usagées qui on voit elles sont dans leur état, utilisation automobile. Et vous trouvez de l'électronique de puissance pour exploiter ces batteries et convertir l'énergie de manière à pouvoir recharger le véhicule. Par ce biais, la voiture est chargée directement par le soleil d'un côté et par l'énergie du soleil stockée dans les batteries de seconde vie pour assurer la recharge du véhicule.
Ils sont 5 collaborateurs du Technocentre de Guyancourt à piloter le développement de ce projet, une infrastructure d'apprentissage, de recherche destinée à terme à la commercialisation uniquement dans les entreprises, une étape dans la poursuite du développement du véhicule électrique. La stratégie globale de Renault, c'est d'amener cette technologie électrique au plus grand nombre et donc au coût le plus abordable pour pouvoir la massifier et contribuer à la résolution des problèmes de la planète. Aujourd'hui, finalement, avec les autonomies de 300 km que vous avez sur la Zoé derrière moi et puis 390 sur la nouvelle version de Zoé 3 qu'on va commercialiser à la rentrée, on a vraiment, je dirais, résolu complètement ce problème-là pour tous les usages du quotidien. La Renault Zoé, le véhicule le plus commercialisé en Europe avec environ 40 000 unités vendues en 2018, dont 18 000 en France. Un nouveau conseil d'administration pour l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine. Il se tenait ce mercredi à Versailles et les élus des 2 départements se sont réunis pour faire un bilan des coopérations menées en 2018. Pour rappel, le rapprochement entre les services de ces collectivités a débuté en 2016 avec notamment la mise en commun des compétences de l'adoption, de l'archéologie et de la voirie. À l'horizon, la fusion voulue par les 2 territoires. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. L'acte 3, c'est simplement que l'État prenne enfin le décret qui consacre la volonté convergente des 2 départements. De tous côtés, j'ai des retours positifs, c'est-à-dire l'administration est au travail pour le faire. On travaille ensemble de façon très organisée sur maintenant les collèges, tout ce qui est une compétence propre des départements et les programmations et les travaux. Donc des choses qui vraiment touchent au quotidien. Je parle aussi de l'insertion, on parlait de Job 78-92, toutes les plateformes d'insertion, Activity maintenant qui est Yvelines et Hauts-de-Seine. Et l'une des compétences communes entre les 2 collectivités, c'est celle de la voirie. Cet été, les Yvelines vont rénover le réseau. Au total, 60 chantiers sont programmés sur les 1600 km d'axes départementaux. Et les détails avec ce sujet de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Les travaux estivaux ont déjà commencé à Houdan. Le département aide à la construction d'une bretelle de sortie de la RN12 et la RD 912 via un giratoire. L'été, une période propice pour réaliser ce type d'opération d'envergure. On va estimer qu'on est sur une période longue. On peut ouvrir un chantier sur plusieurs semaines. On peut estimer aussi que la météo sera au rendez-vous, c'est-à-dire pas trop de pluie et des conditions agréables pour pouvoir travailler. En tous les cas, les matériaux dont on a besoin. Je pense aux couches de roulement, on n'est pas gêné parce qu'il ne fait pas froid, ça ne va pas geler, on peut le faire. Puis dernier sujet, la circulation est moindre. Le volume diminue. Au total, 60 travaux vont être engagés cet été sur le département. Parmi les plus importants, la rénovation de la chaussée de la RD 988 à Rochefort-en-Yvelines, l'entretien du pont de franchissement de l'Oise situé entre Andrézy et Conflans-Sainte-Honorine et les travaux d'aménagement en giratoire du carrefour de la RD 154 entre Orgeval et Villaines-sur-Seine. Le reste du réseau routier sera également entretenu sur des secteurs identifiés. Là encore, en fonction des aléas climatiques, mais surtout de la densité de circulation. Quand vous avez beaucoup de camions qui passent sur une chaussée, elle est évidemment plus détériorée que si vous avez une route départementale avec 1 ou 2 milliers de voitures jour. Alors que quand je parle de 2 ou 3 000 voitures heure, c'est pas la même chose. Au total, le département des Yvelines va engager 30 millions d'euros de travaux sur la période estivale sur ces 1600 km de route. Cette agence départementale est au service de l'urbanisme, encore du patrimoine des Yvelines. Ingénierie a fêté ses 5 ans mardi soir au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Retour sur la soirée avec Aurélie Onze. Dans quelques mois, le centre du village des Alluets-le-Roi va retrouver une seconde jeunesse. Montant de ce projet, plus d'1,5 million d'euros. Un chantier rendu possible grâce à Ingénierie. Cet organisme a été créé il y a tout juste 5 ans par le département des Yvelines. Sa mission, accompagner les communes rurales dans leurs projets de réhabilitation ou de construction. Je crois que le pari est réussi. C'est surtout les chiffres qui nous permettent de dire que le pari est réussi, puisque plus de 90% des communes rurales ont adhéré. 170 communes rurales ont adhéré. Les 3 établissements publics de coopération interdépartementale qui ont des communes rurales ont adhéré également. Depuis sa création, l'agence a répondu à plus de 700 demandes. Toutes les prestations sont gratuites.
Le département, c'est un acteur de la cohésion sociale, tout le monde le sait, mais c'est aussi un acteur de la cohésion territoriale. Est aux côtés des maires, pour un projet d'école, pour un projet de rénovation de salle des fêtes, pour créer une piste cyclable. Je pense que c'est la décentralisation concrète. L'équipe d'ingénierie était constituée au départ de 3 personnes. Elle en compte 18 aujourd'hui et est appelée à évoluer dans les prochaines années. L'assainissement, la vidéoprotection, le conseil juridique, le conseil financier, il y aurait plein d'autres choses à faire. On va essayer de grandir, de consolider déjà les communes qui sont adhérentes et puis d'essayer de rajouter très probablement dans les années à venir d'autres compétences pour être au plus près des élus ruraux. L'agence est financée à 95% par le département. Les 5% restants proviennent des cotisations des communes adhérentes, entre 70 centimes et 1 euro par habitant. J-1, ce vendredi, la France affronte les États-Unis pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football féminin. C'est en France en ce moment. Et l'équipe américaine va s'entraîner ce soir dans les Yvelines, à Croissy-sur-Seine plus exactement, où l'on retrouve Mélanie Poquet. L'entraînement va débuter, Mélanie, dans quelques instants. Oui, tout à fait, Grégory. L'équipe des États-Unis est arrivée il y a quelques minutes pour un entraînement à huis clos. Alors, c'est la 5e équipe de la compétition à fouler le terrain de Croissy-sur-Seine. Vous l'avez dit, elles affrontent les Bleus ce vendredi et les deux équipes vont devoir se rassurer. Grégory, les 8e de finale ont été tendus. Les Françaises se sont fait peur face au Brésil dans une rencontre crispée. Match difficile aussi pour les États-Unis. Elles affrontaient, elles, l'Espagne. Alors, mardi, en conférence de presse, Philippe Joly, l'adjoint de Corinne Diacre, la sélectionneuse française, confiait ce rendez-vous était attendu depuis des mois. Les Bleus n'ont rencontré qu'une seule fois les États-Unis dans une compétition de Coupe du Monde. C'était celle de 2011 et cette fois les États-Unis s'étaient imposés 3-1. Mais les Françaises pourraient faire pencher la balance de leur côté puisque le 19 janvier dernier, les deux équipes se rencontraient en match amical et cette fois le score était à la faveur des Bleus. Alors pour la compétition 2019, le verdict du quart sera connu demain soir. Le coup d'envoi est prévu à 21h au Parc des Princes. Merci Mélanie, avec vous aux moyens techniques Patrick Jacques de Dixmude. Avec moi en plateau Frédéric Ducreux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président d'un club de foot, c'est l'Entente sportive Étang Saint-Nom, une association qui regroupe donc les communes de l'Étang-la-Ville et de Saint-Nom-la-Bretèche. Vous organisez dimanche une fête du foot, on en parle dans un instant. Déjà une petite réaction à ce duplex, les Françaises ont-elles une chance demain face aux Américaines qui sont, on va dire, les favoris de ce mondial ? Bien sûr, on joue à la maison. La dernière rencontre a été à notre faveur. On a gagné 3-1. Enfin, elles ont gagné 3-1. Et puis on est chez nous. Et puis, ce serait tellement beau de renouveler l'expérience de l'équipe masculine il y a quelques années. Donc, on ne peut que les supporter. Et puis, on va passer. Et c'est un match qui est prévu demain soir à 21h au Parc des Princes. Alors, c'est une compétition qui intéresse les Français. On l'a vu, 12 millions de téléspectateurs lors du dernier match face au Brésil. Est-ce qu'elle intéresse aussi les membres de votre club ? Oui, bien sûr. On a un certain nombre de femmes qui sont déjà dirigeants dans le club. Et puis surtout, on va monter dès le mois de septembre une équipe dédiée aux jeunes filles qui ont entre 8 et 10 ans. C'est une nouveauté dans notre club. Pour l'instant, les équipes sont mixtes, filles, garçons. C'est pas toujours facile pour les jeunes filles à cet âge-là de jouer avec des garçons de leur âge. Parfois, ça les freine. Elles n'osent pas venir. Tandis que quand on leur dit qu'elles joueront entre elles, avec un encadrement qui sera, on l'espère, à grande majorité féminin, elles ont davantage d'envie et sont prêtes à s'engager. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter une équipe de jeunes filles l'année prochaine, en collaboration avec notre club voisin et ami de Marly-le-Roi, parce qu'on se dit qu'en s'associant, on a plus de chances que ça marche. Il faut regrouper les forces. Et puis on espère profiter de la dynamique de l'équipe de France pour embarquer un certain nombre de jeunes filles, puis après progresser dans la catégorie. C'est une catégorie pour les joueuses nées entre 2010 et 2012, c'est ça ? Exactement, qui ont entre 8 et 10 ans l'année prochaine. Et puis après, si ça marche, on montera dans les catégories. Puis après, donc l'idée, c'est de partir de cette catégorie pour avoir ensuite des catégories plus grandes. Tout à fait, parce que notre club est essentiellement un club de jeunes. On a 350 licenciés, essentiellement des jeunes entre 5 et 20, 21 ans. Donc c'est la base. C'est un peu l'ADN de notre club de former des jeunes et non pas d'avoir un esprit compétition avec des équipes seniors. Et vous ferez partie donc de la trentaine de clubs des Yvelines sur 153 à avoir une section féminine. Vous le disiez aussi, l'idée c'est de profiter de cet effet Coupe du Monde. Est-ce que vous l'avez ressenti il y a un an avec la victoire des Bleus en Coupe du Monde chez les hommes pour le coup ? Est-ce que vous espérez profiter d'un effet Coupe du Monde féminine ? Bien sûr, comme chaque fois que l'équipe de France, l'équipe 1 se manifeste et gagne des compétitions, on voit un afflux de jeunes
Ça a été le cas l'année dernière, c'était le cas en 2006. Enfin, à chaque fois que l'équipe de France brille, on voit un afflux de jeunes. Donc on espère bien sûr profiter de la même dynamique avec le football féminin qui, comme le disiez, draine un grand nombre de téléspectateurs actuellement sur les écrans. Il reste encore des places pour intégrer cette nouvelle section féminine ? Bien sûr, et on n'a pas de limite. Donc toutes les jeunes filles sont les bienvenues. Et on pourra avoir plus de renseignements sur cette section sur votre site internet et aussi à la fête du foot, le site internet qui s'affiche, et aussi à la fête du foot qui se déroule donc dimanche au stade Val-de-Source. C'est à l'Étang-la-Ville de 10h à 18h. Là, on est clairement dans l'objectif de faire connaître le club. De faire connaître le club. De passer un bon moment en fin de saison avec tous les adhérents autour du football, les bénévoles. Remercier les bénévoles, jouer avec les enfants, faire des rencontres entre parents et enfants. Bon, l'objectif est de passer un bon moment pour bien terminer la saison, bien commencer la prochaine, parce que bon, voilà, l'idée est de garder la dynamique et puis éventuellement de faire connaître le club et puis notre équipe féminine qu'on crée à la rentrée. 330 licenciés, je crois, dans votre club. Quel est l'esprit ? L'esprit, c'est vraiment un club de jeunes. L'idée, c'est de former les jeunes au football et aussi de créer une dynamique autour de tout ça, de créer du lien entre les gens, parce que notre club est un club géré par des bénévoles. Notre ambition est de faire venir le plus de monde possible pour gérer le club, faire un certain nombre de petites tâches très simples, mais quand on est plus nombreux, c'est plus sympa et ça marche mieux. Donc, on veut faire du football, mais aussi créer du lien au sein de nos communes. Alors, quel est le programme du coup de la journée dimanche ? On a différentes activités. On a un baby-foot humain, une cible géante, du bubble-foot, et puis des matchs entre les enfants, et surtout entre parents et enfants, ce qui permet parfois de faire jouer des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer au football. Il nous reste une minute peut-être pour parler un mot sur les stages aussi que vous organisez pendant les vacances, notamment avec Laurent Fournier, qui est nouvel entraîneur de Poissy, un club yvelinois. Exactement, pendant toutes les vacances scolaires, on a 5 stages. Qui permet d'occuper un peu les jeunes, il faut bien le reconnaître, mais aussi de les faire progresser en termes de football. L'année dernière, on a fait une semaine de stage organisée par Laurent Fournier, en collaboration avec nos entraîneurs. D'accord. Ça a bien marché et on renouvelle l'expérience au mois de novembre pour les fêtes, pour les vacances de la Toussaint. On retrouve bien sûr toutes les informations sur votre site internet et je rappelle que la fête du foot de l'Étang Saint-Nom, c'est ce dimanche au stade des Val-de-Source et c'est à l'Étang-la-Ville. Rendez-vous de 10h à 18h. Merci beaucoup Frédéric Ducreux. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de ce club, l'entente sportive l'Étang Saint-Nom. On poursuit notre série de reportages à présent consacrés au centenaire du traité de Versailles. Ce traité de paix a été signé le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles, entre le couloir mythique et aussi une exposition qui se déroule en ce moment sur le document à Arras. Mélanie Poquet, Marilène Niapichino et Nicolas Dandry reviennent sur le déroulé de la journée de signature en 1919. C'est le cœur du château de Versailles, la Galerie des Glaces, un lieu symbolique choisi par le président du Conseil français Georges Clemenceau pour la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. On se rend compte que dès sa construction, elle est achevée en 1684, la Galerie des Glaces semble cristalliser dans son décor, dans son espace, les relations entre la France et l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, donc l'Allemagne, par les représentations à la voûte, qui marquent les victoires des armées françaises sur les armées de l'Empire. L'organisation de la cérémonie est faite effectivement pour mettre en valeur la Galerie des Glaces, ce lieu symbolique. La délégation allemande arrive la dernière dans la galerie à 3h de l'après-midi. Toutes les autres délégués sont arrivés. Et c'est à ce moment-là que la cérémonie peut commencer. C'est Clemenceau qui ouvre la cérémonie en invitant les plénipotentiaires allemands à signer les premiers. 27 pays alliés sont représentés par leurs délégués. Chacun leur tour, ils vont signer le traité sur ce bureau disposé au milieu de la Galerie des Glaces. Ce bureau se trouvait dans les collections de Versailles au moment de la signature. Il avait été déposé en 1914 au château de Versailles. Il était au palais de Compiègne au XIXe siècle, dans le salon de thé de l'impératrice Eugénie. Il arrive à Versailles au début du conflit et finalement c'est lui qui est choisi comme beau meuble, bel exemple d'un beau bureau pour cette cérémonie de la signature. Et le Mobilier national y place également un fauteuil qui provient de la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. C'est un porte-plume en or sur lequel est écrit le mot Pax en émail blanc sur fond de rameaux d'olivier. C'est le monde entier finalement qui était présent à Versailles et tous les continents ont apposé leur signature sur ce traité.
Et finalement, ils vont réussir à briser les barrières de protection qui étaient mises et envahir tout l'espace pour aller féliciter, congratuler le président Wilson, David Lloyd George, Georges Clemenceau, donc dans une grande hurrah de félicitations et de soulagement à l'issue de cette signature. L'original du traité de Versailles a été détruit par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le seul reflet de l'histoire réside dans un numéro spécial de l'Illustration publié le 6 septembre 1919 avec la reproduction de ce document. Et dernier épisode de ce dossier sur le traité de Versailles à retrouver demain dans l'émission 7-8 l'hebdo sur TV 78. C'est quelques images mignonnes pour refermer ce journal au Zoo Safari de Thoiry. On sait bichonner les animaux en cette période de canicule. Distribution de sorbets aux fruits pour les singes et les lémuriens et des glaces au sang pour les fauves ou encore du maquereau givré donné aux ours. Au-delà du rafraîchissement, c'est un moyen d'amener de la diversité dans l'alimentation de ces animaux. C'est la fin du 7-8 journal replay sur notre site internet et notre application mobile. Toutes les idées de sortie incontournables à faire ce week-end, c'est dans un instant le 7-8 loisirs avec aux manettes, bien sûr, Marilène Yapichino. Belle soirée sur TV 78.